Tu n'as jamais eu d'amis. Ce que tu appelles lien n'était qu'une stratégie de confort. Tu offres ton cœur à des silhouettes que tu n'as jamais vraiment regardées. Tu accueilles chez toi des esprits que tu ne connais pas. Tu ris, tu aides, tu pardonnes, sans jamais te demander « Pourquoi cet être me suit-il vraiment ?» Le plus grand mensonge que tu t'es raconté, c'est de croire que les autres pensent comme toi. Tu vis dans une illusion dangereuse, celle où la loyauté est réciproque, où l'amitié est pure, où l'intention est neutre. Réveille-toi. Certains ne t'aiment pas, ils t'étudient, ils ne te soutiennent pas, ils t'évaluent. Et le jour où tu auras une faille, ils n'hésiteront pas. Ce n'est pas la haine qui détruit les hommes les plus nobles, c'est la trahison d'un regard qui semblait sincère. Aujourd'hui, tu vas devoir tout déconstruire. Ce que tu crois être de l'amour n'est peut-être qu'une surveillance patiente. Ce que tu crois être du respect n'est peut-être qu'une exploitation stratégique. Et ce que tu crois être un ami pourrait être ton plus grand danger. Écoute jusqu'au bout, car je vais t'ouvrir des portes que tu as toujours refusé de franchir. Et si tu as déjà eu ce pressentiment sans jamais oser le confirmer, écris en commentaire. Je me suis menti sur les gens. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et garde chaque mot en mémoire. Machiavel ne parle pas pour flatter, il parle pour survivre. Depuis l'Antiquité, la figure du faux ami hante la pensée des plus grands esprits. Aristote évoquait déjà les alliances par intérêt, où l'âme n'est plus qu'un levier pour l'ambition. Cicéron écrivait que « Celui qui se fait passer pour ton frère peut être le messager de ta ruine ». Mais c'est Machiavel qui, dans l'ombre de la Renaissance italienne, a mis en lumière cette réalité brutale. La trahison ne vient pas de l'ennemi déclaré, mais de l'allié silencieux. Dans les cours politiques de Florence, les hommes ne mouraient pas sous les coups de leurs rivaux, mais sous les sourires de leurs compagnons. La pensée machiavélienne n'est pas un appel à la paranoïa, mais à la lucidité. Une lucidité qui fait peur, car elle révèle ce que nous préférons ignorer, que l'amitié est un masque souvent utilisé par l'égoïsme. Au fil du temps, ce savoir s'est estompé, étouffé par les dogmes modernes de la positivité toxique, du pardon automatique et de la foi aveugle en l'autre. Aujourd'hui, dans un monde saturé de liens virtuels, de flatteries déguisées et de manipulations émotionnelles, redécouvrir cette vérité devient vital. Car celui qui ne sait pas lire les véritables intentions de ceux qui l'entourent finit toujours par devenir le pion d'un jeu qu'il ne maîtrise pas. Ils n'entrent pas dans ta vie comme des ennemis. Ils se glissent comme des frères, adoptent ton langage, imitent tes douleurs, attendent que tu t'attaches. Ce ne sont pas des amis, ce sont des espions affectifs. Ce que tu vas entendre maintenant, ce sont 7 infiltrations psychologiques déguisées que les plus rusés utilisent pour te contrôler sans jamais se dévoiler. Le premier mécanisme que tu dois reconnaître, c'est la sympathie mimétique. Il ne te ressemble pas, mais il fera tout pour que tu le crois. Le faux ami entre dans ta vie comme un miroir, il parle ton langage, il partage tes références, il rit à tes blessures. Ce n'est pas de l'affection, c'est une stratégie. Il observe, il copie, il fusionne. Pourquoi ? Parce que l'être humain baisse ses défenses face à ce qui lui ressemble. Tu crois trouver un jumeau émotionnel, un frère d'âme, alors qu'en réalité, tu es face à un mimétisme stratégique. Machiavel l'avait déjà compris. Le pouvoir ne s'impose pas toujours par la force, il se glisse dans les plis de ton identité. La sympathie mimétique est le piège le plus subtil. Elle crée une complicité artificielle, une fausse intimité où tout semble fluide, naturel, immédiat. Mais ce que tu ressens n'est pas la preuve d'un lien, c'est l'effet d'un reflet manipulé. Quand tu racontes ton passé, il en invente un semblable. Quand tu te livres, il t'imite, mais ne s'ouvre jamais vraiment. Il collecte, il note, il te lit. Tu t'attaches à lui comme on s'attache à une part de soi-même. Et c'est là que tu es le plus vulnérable. Tu ne remets plus rien en question. Tu pardonnes trop vite. Tu expliques ses absences, ses contradictions, ses froideurs soudaines par des excuses que tu inventes pour lui. Tu deviens ta propre illusion. Et pendant ce temps, il continue d'avancer dans ton intimité jusqu'à connaître exactement comment te faire mal sans laisser de traces. Ne te fie pas à la ressemblance. Observe la réciprocité.
L'amour véritable est asymétrique dans le sacrifice, mais équilibré dans la sincérité. Un miroir qui t'imite ne t'aime pas, il te prépare. La sympathie mimétique n'est pas une preuve d'âme sœur. C'est le camouflage le plus dangereux que les manipulateurs affectifs utilisent pour t'endormir et t'étudier sans jamais éveiller tes soupçons. Le deuxième mécanisme que tu dois identifier, c'est la fausse vulnérabilité émotionnelle. Il ne t'envahit pas en te dominant. Il te possède en se montrant brisé. Tu crois qu'il souffre, qu'il a besoin de toi, qu'il se confie. En réalité, il t'inverse. Il t'attache à lui en activant ton instinct de sauveur. Il se montre faible, perdu, blessé, non pas pour guérir, mais pour te rendre nécessaire. Tu deviens le pilier émotionnel de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de se relever. Ce n'est pas une amitié, c'est une captivité douce. Car à chaque fois que tu doutes, il brandira ses douleurs. À chaque fois que tu veux t'éloigner, il pleurera plus fort. Et toi, tu restes. Tu te dis qu'il a besoin de toi. Tu crois être utile. Mais en vérité, tu es piégé. Piégé par ta propre bonté. Piégé par ton besoin d'exister pour quelqu'un. Machiavel dirait que le plus grand levier de contrôle, ce n'est pas la force, c'est la pitié. La fausse vulnérabilité est une arme invisible. Elle ne fait pas de bruit, mais elle enferme. Celui qui t'attache par ses larmes n'a pas besoin de chaînes. Il t'a déjà emprisonné dans ta propre culpabilité. Et si tu oses partir, tu deviendras le méchant, le traître, celui qui abandonne. Tu n'as plus d'issue. Tu restes même quand tu n'es plus heureux. Tu aides même quand tu es épuisé. Tu protèges même quand tu saignes. La relation devient une dette morale. Tu paies sans jamais savoir ce que tu dois. Et l'autre continue, parce qu'il sait que tu ne veux pas être cruel. Réveille-toi. Tu ne sauves personne. Tu te perds dans une illusion où l'amour est une dette et la compassion une punition. La véritable vulnérabilité cherche la guérison. La fausse, elle, se nourrit de ton énergie. Détache-toi des blessures théâtralisées. Un ami sincère cherche la lumière. Un faux ami te maintient dans l'ombre de sa douleur pour ne jamais être seul. Le troisième mécanisme que tu dois dévoiler, c'est la flatterie ciblée. Ce n'est pas une erreur si tu entends exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Ce n'est pas un hasard si ces compliments arrivent toujours au moment où tu doutes de toi. Il ne te soutient pas, il te scanne, il détecte tes failles, tes insécurités, tes blessures non résolues, et il t'offre les mots que tu désires au lieu des vérités dont tu aurais besoin. La flatterie ciblée est une stratégie de prise de contrôle émotionnel. Tu te sens vu, compris, validé. Mais tu ne réalises pas que cette validation est une construction. Elle n'est pas née d'une observation sincère, mais d'une analyse précise. Le faux ami ne t'aime pas pour ce que tu es. Il amplifie ce que tu veux croire de toi. Machiavel écrivait que les princes devaient entretenir leur image avec soin, car c'est par là qu'ils gouvernent les masses. Dans les relations personnelles, c'est identique. Celui qui maîtrise ton image intérieure maîtrise ton comportement. Si je te dis que tu es spécial, que personne ne te comprend, que tu es plus intelligent que les autres, alors je crée une bulle autour de toi et je deviens celui qui te donne l'oxygène. Tu reviens vers moi, tu me crois, tu me choisis, même quand tout en toi crie le contraire. La flatterie ciblée n'est pas un compliment, c'est une manipulation douce. Elle ne cherche pas à t'élever, elle cherche à te lier. Car le jour où je retire mes éloges, tu te sentiras vide et tu feras tout pour les récupérer. Le faux ami ne te flatte pas par amour, mais par stratégie. Il veut devenir le seul miroir où tu te sens beau. Alors il te captive, mot après mot, jusqu'à ce que tu ne saches plus penser sans lui. Ouvre les yeux. Les paroles les plus douces cachent souvent les intentions les plus froides. Le quatrième mécanisme que tu dois discerner, c'est l'alternance calculée entre présence et distance. Ce n'est pas de l'inconstance, c'est du dosage. Il est là quand tu doutes, il disparaît quand tu es fort. Il revient au moment précis où tu commences à te détacher. Le faux ami n'est pas instable, il est stratégique. Il comprend que l'absence crée le manque et que la présence ciblée crée la dépendance. Il joue avec ton attachement comme un stratège, joue avec le temps. Il te donne juste assez pour que tu restes, jamais assez pour que tu sois en paix. Tu te retrouves à interpréter, à attendre,
à justifier. Tu construis des scénarios pour combler ces silences. Tu t'inquiètes pour quelqu'un qui ne s'inquiète pas de te perdre. Et quand il revient, il agit comme si rien ne s'était passé. Tu respires enfin, tu pardonnes, tu recommences. C'est un cycle, une oscillation maîtrisée. Et tu ne vois pas que tu es déjà enfermé dans une dynamique de soumission affective. Machiavel l'avait compris, le pouvoir s'exerce mieux quand il est imprévisible. Trop de présence crée l'habitude, trop d'absence crée l'oubli. Mais l'alternance, elle crée la dépendance. Et cette dépendance émotionnelle devient le socle de ta fidélité. Tu deviens patient, indulgent, compréhensif. Tu t'accroches à un lien qui ne repose que sur ton imagination. Le faux ami ne veut pas te perdre, mais il ne veut surtout pas s'engager. Il veut garder l'accès à ton cœur sans avoir à en assumer la responsabilité. Et toi, tu souffres en silence, espérant que la prochaine fois soit différente. Elle ne le sera jamais. Car ce rythme est voulu. Il est réglé. C'est une méthode de contrôle. Si tu veux guérir, commence par briser ce cycle. Ne cours plus après ceux qui disparaissent, sans explication. La présence sincère est constante, même dans les tempêtes. L'amitié vraie ne calcule pas sa fréquence, elle choisit sa profondeur. Le 5e mécanisme que tu dois repérer, c'est l'humour déguisé en dévalorisation. Tu crois qu'il plaisante, tu ris même parfois avec lui, mais au fond, quelque chose en toi se contracte, car sous ces moqueries, ces piques, ces taquineries, il y a une blessure qu'on t'impose. Le faux ami cache son mépris derrière le rire. Il attaque en souriant, il teste jusqu'où il peut aller sans te perdre. Il jauge ta tolérance. Et s'il voit que tu encaisses, il continue. Tu deviens l'objet récurrent de ses remarques ironiques, de ses sous-entendus, de ses jugements flous. Il te fait sentir moins, mais toujours avec subtilité. Il minimise tes réussites, amplifie tes erreurs, compare sans cesse. Tu crois que c'est pour rire? Non, c'est pour rabaisser, progressivement. Machiavel écrivait que l'humiliation, même voilée, produit des effets profonds et durables. Le faux ami n'a pas besoin de te frapper pour te diminuer. Il suffit qu'il te ridiculise en public, qu'il s'amuse de ce qui te rend unique, qu'il transforme ta différence en défaut. Et toi, par loyauté, tu t'adaptes, tu changes, tu t'effaces. Tu réprimes ta lumière pour ne pas le déranger, jusqu'à te trahir toi-même. L'humour dévalorisant est une forme de domination sociale. Celui qui en use cherche à prendre l'ascendant sans jamais se confronter. Il veut t'éteindre sans t'assumer. Et toi, si tu ne poses pas de limites, tu te transformes en esclave rieur. Apprends à repérer ce poison. Refuse qu'on joue avec ton image. Car ce qui commence par un rire finit toujours par un silence douloureux. L'ami sincère te corrige dans la dignité. Le faux ami te détruit dans la légèreté. Le 6e mécanisme que tu dois comprendre, c'est la complicité conditionnelle. Le faux ami ne te soutient pas pour toi. Il te soutient tant que tu restes aligné avec ce qu'il attend. Il encourage tes choix quand il ne menace pas ses intérêts. Il t'écoute tant que tu ne remets pas en cause son image. Il t'aime, à condition que tu ne changes pas. Dès que tu évolues, dès que tu gagnes en force, dès que tu te réalises, sa complicité se fragilise. Tu sens qu'il s'éloigne. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais au fond, tu le sais, il ne t'aimait pas vraiment. Il aimait la version de toi qui doutait, qui demandait, qui dépendait. La complicité conditionnelle est la plus perverse, car elle te donne l'illusion d'un lien profond, jusqu'au jour où ce lien se dissout sans bruit, sans explication, sans confrontation. Machiavel t'aurait prévenu, certains ne sont pas avec toi, ils sont avec ton absence d'ambition. Tant que tu stagnes, ils restent. Mais quand tu montes, ils s'éclipsent. Leur loyauté n'était pas à ton être, mais à ton immobilité. Et ce mécanisme est insidieux, car il te pousse à t'auto-censurer. Tu retardes ta croissance pour ne pas perdre l'autre. Tu restes petit pour ne pas le gêner. Tu étouffes ta lumière pour ne pas briller trop fort. Et un jour, tu te rends compte que tu as sacrifié ta propre ascension pour préserver une amitié qui n'existait que dans ta peur. Réveille-toi. L'amitié vraie ne fuit pas la lumière. Elle l'accompagne, elle l'honore, elle l'amplifie. Le faux ami, lui, applaudit ton malheur, jalouse ton courage.
et t'abandonne dès que tu t'élèves. Sors de cette illusion. N'accepte plus d'être aimé à moitié. L'amour, l'amitié, la loyauté, ce ne sont pas des contrats à clauses invisibles. Ce sont des présences stables qui restent même quand tu deviens plus fort que celui qui t'a vu faible. Le 7e mécanisme que tu dois dévoiler, c'est la loyauté spectatrice. Il est là, mais jamais quand c'est grave. Il t'écoute, mais ne t'élève pas. Il t'observe tomber sans jamais tendre la main. Le faux ami joue le rôle du témoin compatissant, celui qui ne te trahit pas, mais qui ne t'aide jamais non plus. Et tu crois que son silence est une forme de respect, alors qu'il n'est que la preuve de son absence d'implication réelle. Il ne t'attaque pas, il t'abandonne avec élégance. Et c'est ce raffinement dans la distance qui rend ce mécanisme si dangereux. Tu ne peux pas l'accuser, car il n'a jamais commis de faute visible. Mais, au fond, tu sais. Tu sais que dans tes pires moments, il s'est contenté de regarder. La loyauté spectatrice est une stratégie de non-engagement. Elle permet de rester proche sans se mouiller, d'entretenir un lien sans prendre de risques, de jouir de ta présence sans assumer les responsabilités du lien. Machiavel aurait appelé cela un opportunisme passif. Et il est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Beaucoup prétendent t'aimer, mais reculent dès que ta douleur devient trop réelle, dès que ton combat demande un sacrifice, dès que ta vérité dérange leur confort. Ils veulent bien être là, tant que tu ne demandes rien, tant que tu ne saignes pas trop fort, tant que tu restes discret dans ta chute. Et toi, tu continues à les appeler amis. Tu excuses leur silence, tu banalises leur retrait. Mais sache-le, celui qui ne se montre pas quand tout s'effondre ne mérite pas d'être là quand tu reconstruis. La loyauté se prouve dans les tempêtes, pas dans les instants calmes. Le vrai ami se mouille. Il prend des coups pour toi. Il parle quand tout le monde se tait. Le reste, ce sont des silhouettes, présentes en apparence, absentes en vérité. Si tu t'es déjà surpris à te retenir de réussir pour ne pas déranger quelqu'un que tu croyais ton ami, alors écris en commentaire « Je me suis trahi pour qu'on m'aime ». Il ne suffit pas de voir les gestes, il faut comprendre les logiques qui les alimentent. Derrière chaque masque, il y a une blessure, un calcul, un conflit intérieur. Dans cette partie, tu vas descendre plus profondément dans la psychologie de ceux qui t'utilisent, mais aussi dans tes propres angles morts. Car ce n'est pas toujours eux qu'il faut craindre, c'est parfois ton propre aveuglement. La première structure mentale toxique que tu dois démanteler, c'est le besoin d'attachement à tout prix. Tu veux tellement appartenir à quelque chose, être accepté, avoir ta place dans un cercle, que tu fermes les yeux sur ce qui te ronge. Tu t'attaches même quand ça te détruit. Tu restes, même quand ton intuition hurle. Parce que dans ton esprit, être seul, c'est échouer. Tu confonds amour avec présence, loyauté avec durée, proximité avec bienveillance. Et c'est précisément cette faille que les faux amis exploitent. Ils sentent que tu préfères l'illusion à la rupture. Ils savent que tu resteras tant que le lien n'est pas officiellement brisé. Alors ils cultivent une ambivalence, pas trop violente pour que tu partes, mais jamais assez claire pour que tu t'épanouisses. Machiavel aurait dit « L'homme supporte mieux la servitude émotionnelle que l'incertitude ». Et c'est vrai, tu préfères une relation toxique stable qu'un vide purifiant. Mais ce vide, c'est lui qui te permettrait de reconstruire. Le besoin d'attachement est naturel, mais quand il devient compulsif, il te transforme en otage affectif. Tu t'excuses d'exister. Tu réduis ta lumière pour qu'on te garde. Tu sacrifies ton honnêteté pour ne pas provoquer. Tu trahis tes ressentis pour qu'on t'aime encore. Et tu appelles ça fidélité. Non ? C'est une forme de mutilation intérieure. Celui qui t'aime ne te demande pas de t'éteindre pour rester. Il t'élève, même dans le désaccord. Il t'écoute, même quand tu changes. Il reste, même quand tu deviens plus fort. Tant que tu auras peur d'être seul, tu seras à la merci de ceux qui jouent avec ta solitude. Démolis cette structure mentale. Apprends à préférer l'intégrité à la compagnie, la vérité à la chaleur artificielle. Tu n'as pas besoin d'un lien. Tu as besoin d'un lien juste. Et parfois, pour le trouver, il faut passer par le désert. Mieux vaut un silence sain qu'une présence empoisonnée. L'attachement n'est pas l'amour. C'est parfois la prison la plus douce que l'on accepte en pensant qu'elle nous sauve.
La deuxième structure mentale toxique que tu dois éliminer, c'est la confusion entre loyauté et tolérance. Tu penses que rester silencieux face au mal, c'est être loyal. Tu crois que supporter les humiliations, les oublis, les blessures subtiles, c'est être fort. Tu crois que pardonner encore et encore, c'est la preuve d'un amour supérieur. Mais non. Parfois, c'est juste la preuve que tu ne sais plus où sont tes limites. Tu as confondu la loyauté avec l'oubli de toi-même. Et cette confusion est une arme entre les mains du faux ami. Il sait que tu ne partiras pas, même quand il t'aura ignoré 100 fois. Il sait que tu te justifieras à sa place. Il sait que tu minimiseras ses coups. Il n'a plus besoin de se cacher. Tu es devenu ton propre bourreau. Tu recadres ta douleur pour qu'elle paraisse logique. Tu transformes ton épuisement en patience. Tu maquilles ton abandon en amour inconditionnel. Mais tu sais, au fond, que quelque chose cloche. Tu n'oses juste pas l'affronter. Parce que si tu reconnais la toxicité, tu devras agir. Et agir, ça veut dire perdre ce lien auquel tu tiens. Alors tu préfères souffrir en silence. Machiavel dirait que la faiblesse de la victime est la première stratégie du tyran. Et c'est exactement ça. Le faux ami ne t'impose pas toujours sa domination. Il te laisse t'y habituer. Il laisse faire. Il compte sur ta confusion intérieure. Et toi, tu crois que tu fais preuve de loyauté, alors que tu nourris ta propre servitude. La loyauté, la vraie, est lucide. Elle aime, mais ne s'écrase pas. Elle reste, mais elle parle. Elle soutient, mais elle ne s'oublie jamais. Si tu te trahis pour préserver l'autre, tu n'es pas fidèle. Tu es en train de disparaître. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de préférer ta paix à un lien brisé qui ne cesse de saigner. La tolérance n'est pas l'amour. C'est parfois la mort lente de ton estime, déguisée en vertu. La troisième structure mentale toxique que tu dois déconstruire, c'est l'illusion que la douleur prouve la valeur du lien. Tu crois que plus une relation fait mal, plus elle est profonde. Tu te dis que si tu souffres, c'est que tu tiens à l'autre. Que si tu pleures, c'est parce que ça compte. Tu romanticises la douleur. Tu en fais un critère de grandeur. Tu te dis que le conflit, les tensions, les absences prolongées, les paroles blessantes font partie de toute relation vraie. Et tu t'attaches. Plus ça fait mal, plus tu penses que c'est réel. Machiavel aurait souri, car cette croyance transforme chaque manipulation en passion. Elle rend le faux ami légitime, même quand il t'épuise. Elle justifie ses défaillances. Elle donne un sens à ton malaise. Tu n'as plus besoin qu'il change, tu as juste besoin que la douleur continue. C'est devenu ton oxygène. Et ça, c'est dangereux. Car tu t'enfermes dans un schéma où la paix devient suspecte, où l'amour simple paraît fade, où la douceur te semble fausse. Tu cherches les montagnes russes émotionnelles parce que tu as associé le chaos à l'intensité. Mais l'intensité n'est pas toujours un signe d'amour. C'est souvent le symptôme d'une blessure non guérie. Le faux ami ne t'aime pas mieux parce qu'il te fait mal, il te teste, il te pousse dans tes retranchements. Il voit jusqu'où il peut aller sans te perdre. Et plus tu acceptes, plus il avance. Tu crois que c'est une relation fusionnelle, mais c'est une relation déséquilibrée, nourrie par ton seuil de souffrance. Tu dois sortir de cette glorification du lien douloureux. L'amour ne blesse pas comme ça. L'amitié ne détruit pas comme ça. Une relation saine t'apaise, te recentre, te renforce. Elle n'exige pas de toi que tu saignes pour te prouver que tu tiens. Tu n'as pas à souffrir pour valider ton lien. Tu n'as pas à tout perdre pour montrer que tu es fidèle. Brise cette structure mentale. La douleur n'est pas la preuve. C'est peut-être le signal que tu es prisonnier de quelque chose qui ne devrait jamais porter le nom d'amitié. La quatrième structure mentale toxique que tu dois dissoudre, c'est le mythe du changement sacrificiel. Tu crois que si tu changes assez, l'autre finira par t'aimer mieux. Tu modifies ta façon de parler, d'aimer, de t'exprimer. Tu t'adaptes, tu t'effaces, tu coupes des parts entières de ta personnalité pour convenir à ce que l'autre attend. Tu fais des efforts sans retour. Tu donnes sans condition en espérant qu'un jour, il le verra. Mais il ne le verra jamais. Parce que le faux ami ne t'aime pas pour ce que tu es. Il t'exploite pour ce que tu deviens quand tu veux lui plaire. Et plus tu changes, plus il exige.
Tu deviens une version secondaire de toi-même, construite sur ses attentes, ses critiques, ses absences. Tu crois que ton sacrifice va réparer la relation. En réalité, il l'alimente. Tu nourris un déséquilibre. Tu renforces une dépendance. Tu t'enfonces dans une logique où ton identité devient une monnaie d'échange. Et Machiavel aurait été catégorique. Celui qui change pour être aimé devient une proie. Il n'a plus de centre, plus de solidité, plus de pouvoir. Il attend la validation de l'autre pour exister. Et cette validation n'arrive jamais. Elle est toujours reportée, repoussée, conditionnée. Tu deviens l'esclave d'un espoir. Mais l'amitié n'est pas une épreuve. Elle ne devrait pas exiger ta métamorphose. Elle devrait t'accueillir, te confronter, te révéler, pas te remodeler pour que tu ne déranges plus. Si quelqu'un ne t'aime que quand tu changes, alors il n'aime pas. Il utilise. Tu dois retrouver ton noyau. Te rappeler que ta valeur ne dépend pas du confort de l'autre, que ton authenticité n'est pas négociable. Le vrai lien te fait grandir sans te rétrécir. Le faux lien te pousse à t'adapter jusqu'à disparaître. Brise cette logique. Tu n'as pas à te sacrifier pour mériter l'amour. Tu n'as pas à te transformer pour être regardé. Tu es déjà assez. Celui qui ne le voit pas n'a rien à faire si près de ton cœur. La 5e structure mentale toxique que tu dois briser, c'est l'obsession de la réciprocité future. Tu continues à donner, non pas parce que tu reçois, mais parce que tu espères que demain, l'autre comprendra. Tu mises sur un futur hypothétique. Tu crois que ton amour, ta loyauté, ta patience finiront par ouvrir les yeux du faux ami. Tu construis une dette émotionnelle en silence et tu attends le remboursement. Mais il ne viendra pas, parce qu'il n'a jamais été question de réciprocité. Celui qui t'utilise ne se sent pas redevable. Il se sent malin. Il prend, il remercie vaguement et il oublie. Toi, tu additionnes. Tu comptes les gestes, les absences, les silences. Tu crois encore que ton investissement va payer. Tu vis dans une économie affective faussée où l'effort est une devise et l'attente un crédit. Mais ce crédit est toxique. Il te fait rester dans une relation vide en espérant une pluie qui ne viendra pas. Machiavel aurait dit « Celui qui attend la loyauté de l'ingrat se condamne à l'amertume. » Et c'est ce qui t'arrive. Tu ne te plains pas, mais tu te consumes. Tu ne réclames pas, mais tu t'aigris. Tu n'exploses pas, mais tu t'éteins. La réciprocité n'est pas une promesse. Elle est un fait. Si elle n'est pas là aujourd'hui, ne crois pas qu'elle apparaîtra demain par magie. Le respect se voit. L'amour s'éprouve. La loyauté se vérifie dans le présent, pas dans l'illusion d'un futur réparateur. Sors de cette attente. Ouvre les yeux. Si tu dois mendier la réciprocité, c'est qu'elle n'a jamais été réelle. Tu mérites quelqu'un qui donne sans calcul, qui voit sans que tu cries, qui reste sans que tu supplies. La fidélité n'est pas une récompense, c'est une nature. Et celui qui ne l'a pas n'apprendra pas à l'avoir juste parce que tu l'aimes fort. La 6e structure mentale toxique que tu dois extraire, c'est la peur panique de perdre un lien instable. Tu le sens, au fond de toi, que cette relation ne tient plus. Tu ressens son déséquilibre, sa froideur, son calcul. Mais tu ne pars pas. Tu n'oses pas. Parce que ce lien, aussi toxique soit-il, est devenu ton point d'ancrage. Il est bancal, mais familier. Il est vide, mais constant. Et tu préfères cette douleur connue à l'inconnu du silence. Cette peur de perdre te paralyse. Elle te pousse à faire des efforts que l'autre n'a jamais faits. Elle te fait supplier à demi-mot, sourire quand tu saignes, t'accrocher à des souvenirs qui ne reviendront jamais. Et pendant ce temps, le faux ami prend de l'assurance. Il sait qu'il n'a plus besoin de nourrir le lien, car tu le feras pour deux. Tu es devenu celui qui maintient en vie une relation morte. Machiavel aurait été sans pitié. Il aurait dit que celui qui tremble de perdre donne à l'autre le pouvoir de régner. Et c'est exactement ça. Ta peur te rend malléable. Tu acceptes tout tant que l'autre reste. Tu n'aimes plus, tu survis. Mais aimer, ce n'est pas ça. Aimer, c'est choisir librement, sans pression, sans crainte. Pas s'attacher pour ne pas s'effondrer. Tu dois briser ce schéma. Regarde la vérité en face. Si ce lien te fait plus peur qu'il ne te fait grandir, alors il n'est pas fait pour toi.
Si tu redoutes de parler, d'exister, de respirer trop fort, ce n'est pas une relation, c'est une emprise. Tu mérites un lien qui ne t'étouffe pas, qui ne se nourrit pas de ta panique. Tu mérites un lien où l'on reste parce qu'on veut, pas parce qu'on t'a rendu dépendant. La peur de perdre est normale, mais elle ne doit jamais être plus forte que le respect que tu te dois à toi-même. L'amitié véritable ne crée pas des chaînes, elle ouvre des chemins. La 7e structure mentale toxique que tu dois détruire, c'est l'idée que ton silence vaut mieux que ta vérité. Tu vois, tu ressens, tu sais, mais tu ne dis rien, tu laisses passer, tu fais comme si. Par peur de déranger, de blesser, de perdre, tu choisis le silence comme refuge. Tu t'effaces pour préserver la paix, alors que cette paix n'est qu'un mensonge bien poli. Tu crois que c'est noble, que c'est mature, que c'est spirituel. Mais en réalité, c'est une fuite. Tu protèges un lien toxique au détriment de ta propre lucidité. Tu avales des humiliations sous prétexte de compréhension. Tu retiens tes douleurs par souci de cohésion. Tu réprimes ton cri pour qu'on ne t'accuse pas de faire du bruit. Et pendant ce temps, le faux ami prospère. Car ton silence lui donne raison. Ton absence de réaction valide sa domination. Ton choix de ne pas parler devient son autorisation de continuer. Machiavel l'aurait vu comme un acte de faiblesse stratégique. Il savait que le silence des dominés est souvent l'arme préférée des dominateurs. Car tant que tu ne dénonces pas, tout continue. Tant que tu ne poses pas de mots, la confusion règne. Tant que tu restes calme, tu deviens complice de ce qui te détruit. Tu dois apprendre à affirmer ta vérité, à parler sans violence mais avec autorité, à refuser d'étouffer ta voix pour ne pas déranger l'autre. Car chaque fois que tu te tais, tu dis « je consens ». Et ce consentement involontaire nourrit ton propre effacement. La vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Elle peut faire peur, briser des liens, provoquer des ruptures, mais elle te rend à toi-même. Ce que tu n'exprimes pas se transforme en maladie, en amertume, en colère passive, en désespoir. Tu dois apprendre à dire « ceci n'est plus juste ». Tu dois poser des limites, même si elles dérangent. Car un lien qui ne survit pas à ta vérité n'a jamais été un vrai lien. Ton silence ne te protège pas, il t'efface. Si toi aussi tu as préféré te taire pour ne pas perdre un lien qui t'effaçait, alors écris en commentaire « Je me suis tu alors que j'avais vu clair ». Comprendre ne suffit pas, il faut agir. Et pour agir, tu dois avoir des armes intérieures, des techniques claires, des gestes simples mais puissants. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont des outils pour te libérer sans bruit, poser tes limites sans t'expliquer, redevenir le maître de tes relations sans devenir froid ni paranoïaque. C'est le début de ta souveraineté. La première technique concrète que tu dois pratiquer, c'est l'écriture du lien vrai. Avant de réagir à une trahison, commence par t'asseoir et d'écrire ce que tu vis. Tu prends une feuille, tu écris le prénom de la personne. Puis, sans filtre, tu écris comment tu te sens après chaque échange, chaque silence, chaque contact. Tu ne racontes pas ce qu'il a dit, tu décris ce que tu ressens après lui. Est-ce que tu te sens nourri, écouté, tranquille, ou au contraire vidé, tendu, blessé? Cette technique te permet de sortir de la confusion. Car dans les relations toxiques, c'est la mémoire affective qui est manipulée. Tu oublies les moments de douleur, tu amplifies les rares gestes de bonté, tu réécris l'histoire à ton avantage pour ne pas souffrir. En écrivant, tu figes la vérité. Tu sors du fantasme, tu te confrontes à la réalité nue. Et souvent, tu découvres que tu appelles ami quelqu'un qui t'a laissé tomber 10 fois. Machiavel aurait dit « Le prince doit savoir écrire l'histoire pour ne pas être prisonnier du récit des autres ». Cette technique est une réappropriation de ton récit. Tu écris non pas pour convaincre, mais pour voir. Tu reprends la chronologie, tu identifies les ruptures, les manipulations, les silences suspects. Et peu à peu, l'image se forme. Ce lien que tu idéalisais était un piège émotionnel. Cette prise de conscience n'est pas violente. Elle est froide, lucide. Tu n'as pas besoin de confrontation extérieure. Ce travail est intérieur. Et une fois que tu as écrit ce lien, tu peux décider. Rester ou partir. Poser des limites ou rompre. Mais tu le feras depuis un espace de clarté, pas de peur.
Ne néglige pas cette étape. Elle peut paraître simple, mais elle sauve des années de confusion. Écrire, c'est choisir de ne plus nier. C'est redevenir l'auteur de ce que tu vis et ne plus déléguer à l'autre le pouvoir de définir ton histoire. La deuxième technique concrète que tu dois appliquer, c'est la dissociation immédiate face à l'ambiguïté. Quand tu sens que quelqu'un t'embrouille, t'épuise ou te fait douter de toi à répétition, tu dois activer un réflexe immédiat, la distance mentale. Ce n'est pas une coupure brutale, c'est un déplacement intérieur. Tu observes, tu recules, tu notes. Tu ne réponds plus avec ton émotion, tu réponds avec ta lucidité. L'ambiguïté relationnelle est un poison lent. Ce n'est ni totalement chaud, ni totalement froid. C'est instable, flou, insaisissable. Et c'est précisément cette instabilité qui te rend dépendant, car tu veux comprendre, tu veux clarifier, tu veux résoudre. Mais plus tu cherches à comprendre, plus tu t'enfonces. Machiavel écrivait que « ce que l'on ne peut pas définir clairement ne doit pas être embrassé comme une certitude ». Dans les liens humains, cette phrase est une clé. Dès que tu sens que le comportement de quelqu'un est double, instable, incohérent, tu dois suspendre ton engagement émotionnel. Tu ne romps pas nécessairement, mais tu observes comme si tu n'étais pas impliqué. Tu prends des notes mentales. Tu vérifies les répétitions. Tu analyses la structure, pas le détail. Tu regardes les faits, pas les mots. Et cette dissociation te libère d'un piège fondamental, celui d'espérer chez quelqu'un ce qu'il n'a jamais offert. Elle te donne le recul pour voir si ce lien est un théâtre ou une vérité. Elle te protège du chantage affectif, de la confusion, de l'autoculpabilisation. Elle t'enseigne la tempérance stratégique. Tu ne réagis pas, tu observes, tu ne te justifies pas, tu vérifies. Et souvent, tu verras la vérité apparaître sans même avoir à la forcer. Le faux ami se démasque toujours quand il ne reçoit plus de réactions émotionnelles. Ce silence intérieur que tu crées devient ton bouclier. Il ne te coupe pas de l'amour, il te préserve du poison. Tu as le droit de ne pas répondre immédiatement à l'ambiguïté. Tu as le droit de t'éloigner pour mieux voir. La clarté ne vient pas toujours en parlant. Parfois, elle naît dans le recul. La troisième technique concrète que tu dois expérimenter, c'est le test du silence dirigé. Tu veux savoir si quelqu'un tient à toi? Arrête de le contacter. Ne préviens pas, ne fais pas de drame, ne supprime rien. Tu laisses juste passer le temps. 3 jours, 7 jours, 15 jours. Tu observes. Tu n'attends rien, tu vérifies. Car dans les relations déséquilibrées, c'est toujours toi qui relance, toi qui envoie le message, toi qui propose, qui organise, qui tient le fil. Et tu appelles ça de la fidélité. Mais c'est peut-être une fuite de solitude. Machiavel aurait dit que le silence révèle ce que la parole camoufle. Et ce silence, dans une relation, est un juge parfait. Celui qui te tient à cœur se manifestera. Il posera une question, il fera un geste, il marquera sa présence. L'autre, il disparaîtra. Ou pire, il reviendra en reprochant ton absence. Tu verras ainsi qui t'écoute, qui s'inquiète, qui tient au lien. Ce test ne vise pas à punir, il vise à éclairer. Il te libère de tes illusions. Il casse l'idée que tu es indispensable. Il montre qui tenait vraiment à toi, au-delà de l'habitude ou de l'intérêt. C'est souvent brutal, car tu découvres que certaines personnes ne reviendront jamais. Non pas parce qu'elles t'en veulent, mais parce que ton absence leur est confortable, et tu comprends que tu étais seul, même entouré. Cette technique t'offre un miroir. Elle t'oblige à voir. Elle te confronte à la vérité nue. Et cette vérité, tu dois l'accueillir avec force. Car elle t'apprend à ne plus te battre pour des présences qui ne te choisissent pas. Tu n'as pas à te rendre visible pour exister. Tu n'as pas à mendier l'attention. Tu mérites un lien qui vibre même dans le silence. Si tu disparais et que tout le monde continue comme si de rien n'était, alors c'est que tu étais déjà oublié dans la présence. La quatrième technique concrète que tu dois intégrer, c'est la rupture symbolique silencieuse. Tu n'es pas obligé d'annoncer ta sortie. Tu n'as pas besoin de confrontation, de justification, de grands discours. Tu peux partir intérieurement. Couper le fil invisible qui te liait à cette personne. Et cette coupure, tu la matérialises par un acte symbolique. Supprimer un message, enlever une photo, jeter un objet.
bloquer une notification. Ce geste n'est pas mesquin, il est sacré. Il te rend ton espace. Il déclare à ton inconscient « ce lien n'est plus le mien ». Trop souvent, on reste accroché à des liens morts par peur du conflit ou par habitude affective. Mais cette inertie te ronge. Elle laisse la porte entr'ouverte, et le faux ami s'y engouffre à chaque occasion. Machiavel n'aurait jamais laissé un ennemi potentiel dans son camp sans acte décisif. Cette technique est ton acte décisif. Elle n'a pas besoin de bruit. Elle n'est pas agressive. Elle est nette. Tu ne nourris plus. Tu ne consultes plus. Tu ne réagis plus. Tu te retires de la scène intérieure. Et peu à peu, la paix revient. Tu n'es plus exposé. Tu n'es plus vulnérable. Tu n'es plus captif. Tu redeviens maître de ton environnement émotionnel. Cette rupture symbolique est puissante car elle ne dépend pas de l'autre. Elle ne demande ni excuse ni validation. Tu ne cherches plus à comprendre ou à réparer. Tu acceptes que le lien est terminé. Et tu l'enterres avec dignité. Ce rituel peut sembler banal, mais il transforme ton énergie. Il libère l'espace mental que cette personne occupait. Il ferme une boucle ouverte depuis trop longtemps. Et dans ce vide créé, tu pourras reconstruire. Posément, lucidement, authentiquement. Partir sans bruit, c'est souvent l'acte de courage le plus noble. Car il ne cherche ni vengeance, ni reconnaissance, seulement la souveraineté. La 5e technique concrète que tu dois pratiquer, c'est le miroir verbal de clarification. Quand un lien devient flou, tu as le droit de poser une question, une seule, claire, calme, tranchante. Tu dis « Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi ?» Cette phrase est une épée. Elle coupe l'ambiguïté. Elle force l'autre à sortir de sa zone grise. Machiavel l'aurait dit autrement. Celui qui laisse ses intentions obscures conserve l'avantage. C'est vrai. Tant que tu ne demandes rien, il peut te manipuler à loisir. Mais si tu poses une seule question, tout vacille. Car le faux ami ne veut pas être vu. Il veut rester dans la brume. Il veut profiter de ta confusion pour avancer. Cette technique te permet de sortir de la soumission douce. Elle te redonne la parole. Elle impose une clarification. Et tu ne le fais pas avec colère. Tu le fais avec calme. Comme un stratège qui veut une réponse nette. Ce miroir verbal révèle tout. L'hésitation, le mépris, la peur de s'engager, ou au contraire, la sincérité cachée. Et quoi qu'il réponde, tu as gagné, car tu ne subis plus. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans la direction. Ce que tu fais, c'est activer une lumière dans la pièce. Tu veux voir. Et tu assumes ce que tu verras. Ne néglige pas cette technique. Une simple question peut briser des années de manipulation affective. Elle oblige l'autre à se positionner. Et s'il fuit, s'il se moque, s'il retourne la question contre toi, alors tu as ta réponse. Tu ne perdras plus de temps. Parler, c'est parfois gouverner. Oser mettre des mots sur ce qui t'oppresse, c'est redevenir souverain. Pose la question. Et ne supplie pas la réponse. Ce simple acte, s'il est bien fait, suffit à transformer toute la dynamique. La 6e technique concrète que tu dois expérimenter, c'est le sevrage affectif stratégique. Une relation toxique ne se quitte pas seulement avec des mots, elle se quitte avec des gestes invisibles. Et l'un des plus puissants, c'est le sevrage. Tu vas volontairement réduire la charge émotionnelle que cette personne occupe dans ton esprit. Moins penser à elle, moins parler d'elle, moins consulter ses traces, moins t'exposer à ses signaux. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération neuro-émotionnelle. Tu fais descendre le lien de son piédestal intérieur, car tant que tu y penses tous les jours, tu n'as pas vraiment rompu. Tu t'es éloigné physiquement, mais tu es encore prisonnier psychologiquement. Machiavel aurait dit que le prince qui garde l'ombre de son ennemi dans ses pensées reste faible. Ce que tu vis, c'est une addiction affective. Tu espères, tu rejoues, tu rumines. Tu cherches une logique à ce qui t'a blessé. Et c'est là que tu dois reprendre le contrôle. Le sevrage commence par des micro-décisions. Tu ne réagis plus à ces signaux indirects. Tu ne regardes plus ses publications. Tu ne parles plus de lui en boucle. Tu occupes ton mental avec des choses qui t'élèvent. Tu rediriges ton attention. Et au fil des jours, la charge émotionnelle diminue. Tu redeviens libre. Ce travail est lent. Il ne se voit pas. Mais il est décisif,
car le faux ami perd son emprise quand il ne gouverne plus ton imaginaire. Tu cesses de nourrir le lien dans l'invisible. Tu ne l'attends plus. Tu ne fantasmes plus de réparation. Tu es sobre, présent, stratège. Ce sevrage te rend sobre intérieurement. Il te rend à toi-même. Il restaure ton énergie. Et tu découvres que ton attachement n'était pas de l'amour, mais une réponse à un manque plus profond. Ce que tu pensais être une perte devient alors un soulagement. Se sevrer, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus se faire mal volontairement. La 7e technique concrète que tu dois ancrer, c'est le pacte intérieur de non-récidive. Une fois que tu as quitté un lien toxique, le plus grand danger n'est pas la solitude, c'est le retour. L'envie de reprendre contact, le souvenir des bons moments, la peur d'avoir été trop dur. Alors tu doutes, tu excuses, tu envisages, et parfois tu retournes. Et là tu perds tout ce que tu avais reconstruit. Cette technique consiste à poser un pacte, un engagement avec toi-même, scellé par écrit ou par rituel symbolique. Tu écris noir sur blanc. Je refuse de retourner dans un lien qui a éteint ma clarté. Tu précises les raisons, tu décris ce que tu as ressenti. Tu laisses une trace pour le jour où ton émotion voudra te trahir. Machiavel aurait dit que le pouvoir est perdu quand la mémoire est courte. Et dans l'affectif, c'est pareil. Tu oublies vite pourquoi tu es parti, tu embellis, tu minimises, tu doutes. Ce pacte sert à t'ancrer, à te rappeler, dans tes moments faibles, que tu as choisi la vérité, pas la facilité. Ce pacte peut être signé symboliquement ou prononcé devant ton miroir. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est qu'il marque une frontière. Il t'interdit de négocier avec le passé. Il t'empêche de croire qu'un lien toxique changera sans transformation réelle. Et surtout, il te redonne du respect pour toi-même, car tu n'as pas fui par faiblesse, mais par lucidité. Ce pacte est un acte de souveraineté intérieure. Il te donne une base solide, une racine, une mémoire vivante. Et dans les jours de nostalgie, il te parlera. Il te rappellera la douleur que tu avais cachée. Il te préservera du cercle vicieux. Tu n'as pas besoin d'un lien à tout prix. Tu as besoin d'un lien juste. Et ce pacte, silencieux mais puissant, te protège de toi-même. Quand la solitude te fera oublier pourquoi tu étais parti. Tu as vu, tu as compris, tu as ouvert les yeux. Ce que tu appelais amitié portait peut-être un poison lent. Ce que tu protégeais par loyauté dissimulait peut-être une manipulation habile. Et maintenant, tu sais, tu ne regardes plus les autres avec naïveté. Tu n'as plus besoin de haïr ni de te venger. Tu as simplement changé de posture. Tu ne donnes plus ton cœur à ceux qui jouaient avec. Tu ne restes plus là où ton âme se sent vidée. Tu n'espères plus qu'on devienne ce qu'on refuse d'être. Tu redeviens souverain. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est une renaissance silencieuse. Et c'est cela, la vraie maturité. Ne plus vouloir convaincre, mais choisir. Choisir ce que tu laisses entrer. Choisir ce que tu refuses de nourrir. Choisir ce que tu bénis et ce que tu quittes. Machiavel n'était pas un homme froid, il était lucide. Et cette lucidité, désormais, t'appartient. Garde-la. Entretiens-la. Elle ne t'éloigne pas de l'amour. Elle t'en protège. Tu n'as plus besoin de mendier des présences. Tu incarnes la tienne. Et parfois, c'est en se retirant sans bruit qu'on guérit les blessures que les mots n'ont jamais su réparer.